Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Equinox Télévision. Bienvenue au 20h. Bonne gouvernance, la corruption se porte plutôt bien au Cameroun malgré les efforts fournis par les structures mises sur pied pour lutter contre ce phénomène. Le rapport 2012 de la CONAC rendu public ce jour à Yaoundé constate par exemple que 114 milliards de francs CFA ont été détournés à l'assaut des cotons en 10 ans. Marcel Ngansop nous fera l'économie de ce rapport dans ce journal. En sport football, Canon Sportif de Yaoundé et Yon Sport Academy de Bamenda s'affrontent dimanche dans le cadre de l'édition 2013 de la Coupe du Cameroun. Dans ce journal, nous verrons le visage que présente la cuvette de Fandena à quelques jours seulement de cette rencontre. Voilà pour les titres. Retrouvons-nous juste après pour le développement. Eh bien, comme l'annonçait il y a quelques secondes seulement, près de 114 milliards de francs CFA détournés à la Sodecouton ces 10 dernières années. Gaspillage, gabégie dans certaines communautés urbaines du pays. Voilà quelques actes de corruption et de détournement qui noircissent ainsi le rapport 2012 de la CONAC rendu public ce jour à Yaoundé. L'économie de ce rapport dans ce reportage de Élisée Mbogba et Marcel Ngansop. Dans ce paquet, remis à quelques personnalités, se trouve le rapport qui dénonce la gestion de la Sodecouton au cours des 10 dernières années. Ainsi, l'audit administratif et financier de la CONAC révèle un détournement d'environ 114 milliards en 10 ans. En parcourant le document, l'on découvre comment les responsables de la Sodecouton se sont donnés à cœur joie et avec voracité au pillage des biens et services. Des révélations qui interviennent quelques mois après l'arrestation de l'ex-directeur général, Iya Mohamed. L'autre cas d'école concerne la gestion des communautés urbaines de Bafoussam, Douala, Edea et Konsamba. Le rapport de la CONAC y a décelé des faits de corruption et de détournement à couper le souffle. Le délégué du gouvernement de Konsamba, par exemple, dépense 3 500 000 francs CFA par mois juste pour l'achat du carburant de 2 véhicules en état de service. La coupe est pleine si l'on ajoute la corruption organisée dans le fonctionnement du bureau de gestion du fret terrestre, la mafia qui caractérise la délivrance du permis de conduire, et puis l'extorsion des fonds aux usagers à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Ces quelques cas démontrent que la corruption a bel et bien le vent en poupe au Cameroun, et ce en dépit des efforts qui sont faits pour stopper ce cancer social. Ainsi, 2089 requêtes et dénonciations des faits et pratiques de corruption ont été traitées par la CONAC en 2012, très loin des 1274 dénonciations de l'année précédente. Les régions du centre et du littoral battent le record des dénonciations en se taillant carrément la moitié de celles-ci. Le mal est persistant dans le domaine foncier, la gestion des carrières, des agents publics, la gestion des ressources communales, les marchés publics, les travaux publics, la santé, les transports, la justice et les services du ministère des Finances. Mais l'action de la CONAC porte quelques fruits. C'est ainsi que depuis 2011, elle a permis à l'État de recouvrer près de 10 milliards de francs CFA à travers des enquêtes réalisées auprès des banques, des établissements de microfinance et des opérateurs de téléphonie mobile. Tout comme les initiatives à résultats rapides ont permis de réduire le mal dans les secteurs des transports et de la santé. Des acquis à consolider, mais encore très loin de l'idéal recherché. Eh bien, si le président de la CONAC se réjouit tout de même des efforts fournis dans le cadre de la lutte contre la corruption, Dieudonné Massingam se reconnaît toutefois qu'il y a encore du pain sur la planche pour réduire la corruption à sa plus simple expression. Je vous propose de l'écouter au micro de notre reporter. Oui, je crois qu'il y a un très grand impact. S'il est vrai que selon Transparence, on est resté stationnaire, parce que vous l'avez suivi, mais nous sommes sur les faits concrets. Ce qui s'est passé en 2012, nous avons quelque chose de très important qu'il faut souligner et le reconnaître, c'est que beaucoup de ministères qui étaient un peu froids, qui traînaient la patte,
ont embrassé la stratégie nationale de lutte contre la corruption en initiant ou bien en faisant appliquer au niveau de leur ministère les IRR, c'est-à-dire les initiatives à résultats rapides. Ceci est déjà en train de s'étendre et le nombre exponentiel des dénonciations prouve que beaucoup de choses ont changé, mais il y a encore à éduquer, à former, à interpeller les uns et les autres à une certaine prise de conscience. Une fois que le rapport a été envoyé à qui de droit, les structures de sanctions sont saisies et les résultats sont donnés. Pour les anciens rapports, des cas sont déjà traduits au tribunal. Les gouverneurs des régions sont désormais mieux outillés pour offrir de meilleures conditions de sécurité aux populations, surtout en cette période de fête de fin d'année. C'est l'impression qui se dégage au sortir de la deuxième réunion semestrielle des gouverneurs qui s'est achevée à Yaoundé. Élisée Bogba et Marcelin Gansop. En quittant la capitale, les gouverneurs de région sont gonflés à bloc, conscients des défis qui sont les leurs dans le vaste champ du maintien de l'ordre et de la sécurisation des hommes ainsi que de leurs biens. Outre les mesures classiques que nous appliquons sur le terrain, il y a comme une impression d'une émergence d'une nouvelle criminalité avec l'avènement de, c'est pas moi, des outils informatiques et autres. Tout a changé. Cette nouvelle criminalité doit être combattue par les moyens appropriés, modernes. Et nous osons croire que nous avons suffisamment eu de la matière. Il nous reste à rentrer chez nous vers nos bases pour pouvoir les déployer, les répercuter au niveau de nos collaborateurs. C'est déjà des questions dont nous nous occupons traditionnellement. Nous pensons qu'au moment où s'achève cette conférence, non seulement nous avons été instruits des politiques gouvernementales en matière de sécurité, de défense de nos frontières, de sécurité alimentaire, mais également nous partons avec une claire vision de ce que nous avons à faire, comment implémenter tout cela au niveau de nos régions respectives. La rencontre de Yaoundé a distribué les clés du succès à chacun des gouverneurs et selon les spécificités de chaque région. Les fêtes de fin d'année qui pointent à l'horizon permettront de voir si les leçons acquises à Yaoundé ont été bien assimilées. Le premier des Camerounais a pris des dispositions et nous devons les implémenter sur le terrain. Nous rassurons dans nos populations qu'elles pourraient passer les fêtes de Noël et de Nouvel An en toute quiétude. Cependant, nous tenons aussi à dire qu'au niveau communicationnel, il faudrait que les populations gardent un contact permanent avec les autorités administratives et les responsables de maintien de l'ordre. Nous aurons à organiser des patrouilles pédestres pendant ces fêtes pour rassurer les uns et les autres. En se séparant des gouverneurs, René Emmanuel Sadi, le patron de la préfectorale, leur a demandé de ne point baisser la garde, de redoubler de vigilance et d'engranger des victoires sur le front de la sécurisation des hommes et de leurs biens. Le refond surface dans les rangs de l'Union des populations du Cameroun. Une fraction annonce la mise sur pied d'un comité directeur ce dimanche. Une information que bat en brèche le comité provisoire de direction du parti du CRAB. Emmanuel Diop et Yannick Bazouan. Alors que l'on croyait la hache de guerre enterrée, le désordre renaît de nouveau au sein de l'Union des populations du Cameroun. Selon des sources concordantes, un comité directeur est convoqué pour ce dimanche 22 décembre à Yaoundé. Des assises que ne reconnaît pas le comité provisoire qui assure la direction de l'UPC depuis le 3 juillet dernier. Il n'y a aucun comité directeur convoqué par le comité provisoire à Yaoundé. Nous demandons donc aux populations d'être très sereines et surtout vigilants face à cette situation. Le comité directeur, le comité provisoire n'a pas convoqué un comité directeur à Yaoundé et nous avons signifié cela à qui de droit, c'est-à-dire à l'administration territoriale. Pour le comité directeur, il s'agit d'un groupe de mécontents qui cherchent à créer le trouble au sein du parti. La victoire de l'UPC aux élections du 30 septembre 2013 n'a pas fait que la joie
au sein de notre population. Il y a ceux qui pensent que ce grand retour de l'UPC fait problème et à partir de là, nous avons des individus qui par-ci par-là essayent de s'aimer la confusion dans l'esprit de nos militants et de nos sympathisants. Alors que l'Union des populations du Cameroun continue de jubiler son grand retour à l'Assemblée nationale, une tension d'un autre genre refait surface. Parlons à présent du rite de veuvage tel qu'il est pratiqué dans notre société. Eh bien, les femmes dénoncent la perversité dont elles sont victimes pendant ces rites. Pour le Centre international pour la promotion et la création, il est temps d'humaniser cette pratique traditionnelle bien de chez nous. Retrouvons une fois de plus Emmanuel Diop et Yannick Mbazoa pour plus de détails. Après le décès de leur conjoint, les femmes sont amenées à subir les rites de veuvage. Une pratique qui a une importance particulière dans les traditions africaines en général et camerounaises en particulier. Nos parents, nos ancêtres, en créant les rites de veuvage, ne les avaient pas créés pour nuire à la veuve, mais c'était plutôt une façon de lui donner un sursaut pour qu'elle sache qu'elle doit maintenant affronter seule la vie en société. Aujourd'hui, certaines femmes pensent que cette pratique serait pervertie au fil des temps. Lorsqu'on va jusqu'à battre, à taper sur la veuve, à la faire rouler sur un sol mouillé, à la faire lever à 4 heures du matin pour qu'elle aille se laver nue au marigot, et quand elle y va, vous voyez des badauds ou bien des gens qui sont en train de flâner et qui guettent son physique alors qu'en temps normal, elle est habillée. Afin de mettre un terme à ces pesanteurs mystico-exotériques qui maintiendraient cette perversion, les femmes pensent à une humanisation des rites de veuvage. Le rite culturel a une fonction sociale, le rite culturel a une fonction solidaire. C'est une communauté qui vit dans la solidarité familiale et nous voulons maintenir ça. C'est pour ça que nous nous battons pour l'humaniser afin que les droits des femmes soient respectés, que ça soit fait de façon plus digne. Pour y parvenir, elles ont fait de la sensibilisation et de la mobilisation leurs armes. Nous allons effectuer sur le terrain un travail de fourmi pour l'humanisation des rites de veuvage, afin que les grossièretés qui se font lors des rites cessent. Toujours dans l'eau sociale, les personnes handicapées de Douala seront bientôt dotées d'un centre de formation. Les bâtiments du dit centre sortiront bientôt de terre au quartier Bipanda. Ceci grâce aux dons de ciment et même de sable que vient de faire l'association des personnes handicapées dynamiques du Cameroun. Ce centre sera un véritable pôle d'attraction de toutes les personnes de cette catégorie sociale, notamment les handicapés visuels et moteurs. Sur l'importance de cette structure, je vous propose la réaction du président de l'association des personnes handicapées dynamiques du Cameroun au micro de notre reporter. Ça, c'est un centre d'attraction, un pôle d'attraction et d'activité pour les handicapés. Ça va être pour eux vraiment un grand joyau astral qu'on a mis sur pied grâce à Douala Dream, qui est la maîtrise d'œuvre, et avec le concours de notre architecte qui est en train d'édifier nécessairement les passages pour personnes handicapées. Intéressons-nous à présent au budget de fonctionnement de la communauté urbaine de Kribi qui est en légère baisse. Ce constat a été fait au cours de la session budgétaire tenue il y a quelques jours à la Cité balnéaire où nous retrouvons notre reporter Joseph Abenabena. C'est la salle des arts de l'hôtel de ville de Kribi qui abrite ici les travaux de la session ordinaire des grands conseillers de la communauté urbaine de Kribi destinée au vote du budget, la prévision des recettes et des dépenses pour l'exercice 2014 dégringole de 2,7 milliards à 2,2 milliards de francs CFA environ. Le délégué du gouvernement, Louis-Jacques Mazo, justifie cette baisse par l'incapacité de ses services à atteindre ses objectifs l'année dernière, notamment en matière de recouvrement des recettes et l'élargissement de l'assiette fiscale. Ce budget devra permettre à la ville de Kribi
d'accentuer les travaux de la voirie urbaine. La capitale touristique de la région du Sud peine encore à être à la hauteur des attentes du touriste. Le désordre urbain, des plages non aménagées et menacées par la poussée des eaux de l'océan Atlantique plombe encore le développement touristique de la cité balnéaire. À l'étranger, à présent, alerte sur le conflit en République centrafricaine. Les agences de secours disent que plus de 500 personnes ont été tuées lors des récentes hostilités. Et la situation se dégrade de jour en jour, comme l'indique ce reportage de CCTV. 2 semaines, des souvenirs encore cuisants pour Yondo Alphonse. Qui a 22 ans en ce moment. Ils étaient des adolescents, mes enfants, dit-il. Son 2e et son 3e fils ont été assassinés devant lui alors qu'il cherchait à se réfugier dans un hôpital lors des derniers combats de Bangui. Pour Alphonse, c'est l'œuvre des rebelles du Séléka. Et surtout, il traitait tous les jeunes qui se réfugiaient pour des anti-Balaka. L'anti-Balaka, la milice chrétienne combattant les anciens rebelles du Séléka, majoritairement musulmans. Ils arriveraient du Tchad et du Soudan. Leur ancien dirigeant Michael Djotodia est devenu président intérimaire en mars dernier. Les combats ont dégénéré en crise sectaire, les deux parties accusant l'autre des attaques. Les divisions sont profondes dans les camps de déplacés, où les deux côtés cherchent refuge séparément. Dans les rues de Bangui, l'arrivée des troupes françaises et la constance de leurs patrouilles a quelque peu stabilisé la situation. Mais la tension et la peur sont toujours présentes. L'ONU a prévenu qu'un quart des 5,2 millions d'habitants risquaient de souffrir de la faim. Alphonse, lui, poursuit son deuil. Ce n'est pas à définir. C'est un drame qui a surpassé. Comme tous en République centrafricaine, ils espèrent que tout cela se finisse au plus vite. Toujours à l'étranger, moins de 3 ans après la création du plus jeune pays du monde, le Soudan du Sud, commence à se diviser autour des violences ethniques qui ont déjà fait plusieurs victimes, parmi lesquelles trois casques bleus de l'ONU. Le vice-secrétaire général des Nations Unies appelle toutes les parties impliquées à entamer un dialogue le plus vite possible. Retrouvons une fois de plus les confrères des CCTV. Une réaction forte contre ces attaques. Le fort engagement de faire tout ce que nous pouvons pour protéger les civils dans nos complexes et nos camps. Et bien sûr, un appel fort au dialogue politique pour le gouvernement du Soudan et le Riek Machar et son camp. Il est également urgent d'entamer un dialogue et que tous ceux qui peuvent avoir une influence sur la situation exercent leurs responsabilités et envoient ce message à nos frères du Soudan du Sud. L'ONU a également confirmé que les jeunes du second plus important groupe ethnique du Soudan du Sud avaient forcé une base de l'ONU dans l'état de Jonglei, poursuivant des civils qui s'étaient réfugiés là. Le vice-porte-parole de l'ONU a déclaré aux journalistes que l'ONU craignait qu'il n'y ait eu de victimes, mais ne pouvait confirmer leur identité ni leur nombre pour le moment. Les violences ethniques qui se sont rapidement propagées laissent craindre une grande instabilité dans ce tout nouveau pays. Des vols d'évacuation d'urgence ont rapatrié les citoyens américains et britanniques, des travailleurs sociaux et du personnel des Nations Unies. La situation dans la capitale paraît s'être quelque peu calmée, mais plusieurs étudiants auraient été tués par du personnel de sécurité dans l'université de Juba mercredi dernier. Des milliers de personnes se sont réfugiées dans les bases de l'ONU. En sport football, la finale de la Coupe du Cameroun de football se dispute dimanche. Elle va opposer Canon Sportif de Yaoundé à Yon Sport Academy de Bamenda. En attendant, je vous propose de jeter un regard sur le visage que présente la cuvette de Fandena à 2 jours de cette confrontation. Et le guide, c'est Yannick Mazwa. Des coups de pinceau sur la barrière principale, d'autres sur les gradins des tribunes présidentielles A et B, ainsi que dans le reste du stade. Coups de balai par-ci, de machettes et de râteaux par-là. C'est la grande toilette au stade omnisport de Yaoundé. La tribune présidentielle mérite par ailleurs une attention particulière. Une ambiance qui plante un décor des grands jours. Au niveau de la pelouse, tout est fin prêt, même si Jean Edimo, coordonnateur chargé de l'entretien et de la maintenance de la pelouse, soulève
quelques plaintes. Nous déplorons juste le fait que, nous sommes bien obligés d'accueillir les enfants qui font les répétitions des mouvements d'ensemble. Et ceci ne sera pas sans laisser quelques empreintes sur l'aire de jeu. Mais sinon que la pelouse elle est fin prête. Concernant le reste des travaux, tout avance dans la bonne voie. Le stade est déjà prêt pour accueillir cet événement. Il a tout simplement fallu refaire la propreté et embellir le stade parce que vous voyez, nous devons accueillir le premier sportif camerounais. Nous avons réparé les 4 pylônes avant le match contre la Tunisie. Nous avons tout simplement amélioré l'éclairage au niveau du parking présidentiel et du parking d'honneur. Pendant que les ouvriers s'attellent à redonner au stade omnisport de Yaoundé toute sa resplendissance, les jeunes, choisis dans les établissements de la place, sont en pleine séance de répétition. Même la fanfare de l'INJS est au rendez-vous. Le stade omnisport de Yaoundé s'apprête donc à accueillir dans les tout prochains jours la finale de la Coupe du Cameroun qui opposera le canon sportif de Yaoundé à Yon Sport Academy. Restons en football pour parler cette fois-ci de la Coupe de la CEMAC. Le Cameroun s'incline en match comptant pour la médaille de bronze dans cette compétition. La formation du Congo a pris le dessus cet après-midi, 2-1 face au Lion à Prime. Vous avez d'ailleurs cette rencontre en images. Le Congo occupe ainsi la 3e place de la compétition, tandis que le Cameroun termine à la 4e position sur 6. La finale qui constitue l'apothéose de cette édition 2013 se joue demain entre le Gabon, le pays hôte, contre la République centrafricaine, tombeur du Cameroun en demi-finale. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Dans quelques instants, vous allez retrouver Horizon Sport, une présentation de Jean-Paul Chouniat qui va donc revenir sur cette actualité, aussi bien en sport sur le plan national que sur le plan international. Quant à moi, je vous remercie, mais également toute l'équipe de cette édition d'information, tout en vous donnant rendez-vous au cours des prochaines éditions. Bonne soirée à toutes et à tous.